Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, un cinéaste de Rouyn-Noranda, M. Dominique Leclerc. Salut Pierre. Salut Matt. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. En remplacement de Pierre-Marc Langin aujourd'hui. Oui, exactement. Merci d'être là. Salut Ben. Allô? Ça va? Ouais, moi ça va. Ça faisait un petit peu qu'on s'était pas vu dans le studio. C'est vrai, hein? Encore des changements. Ben oui, il a même changé Pierre-Marc. Ouais. Voilà. On a embelli mon- le studio. C'est mon dernier Pierre. Ben, je sais pas. C'est mon dernier changement OK. dans le studio. C'est Moi, que... j'attends encore mon timer, moi. ouais, mais ça va arriver. Là, Ouais, ok. ouais. J'ai presque tout. Fait qu'on a repris un peu les enregistrements au studio. C'était bien le fun. Donc, belle rencontre avec Dominique Leclerc. Oui, c'était bien nice. Avoir sa vision de cinéaste. Ouais. De quoi? Cinéaste. Snerstre? Cinéaste. OK. Cinéaste. Tabarnak, OK. C'est une Mais longue ouais, journée. On a parlé de son dernier documentaire qu'il a fait Ouais. avec Télé-Québec et Marilyn Jonca. Ouais, Donc, ouais, on a quand parlé même. de ça pas mal. On a parlé pas mal de tout. Ouais, on est allé dans beaucoup de sujets Oh, ouais. très sociaux, donc c'était vraiment intéressant. Même eu un Leclerc, scoop. c'est un gars bien impliqué. Ouais, un gros scoop qu'on a dévoilé sur la participation. Ouais, de on va Dominique. pas en parler parce qu'on sait pas encore si on peut en parler. Ouais, mais- c'est ça, mais en tout cas, on va Peut-être. voir, on Ouais, je verra pense que bien, oui. là. Je pense que oui. Sinon, il nous a dit plein d'affaires, de toute façon. Mais non, c'est vraiment une belle rencontre. Dominique Leclerc, c'est un gars impliqué socialement, artistiquement aussi, donc je pense qu'on a eu une belle rencontre, une belle discussion. Ouais. Beau point de vue sur les enjeux sociaux qui nous entourent, économiquement et environnementalement, donc je pense que vous allez avoir un bon podcast. Oui. Merci à vous autres, merci aux partenaires. Merci à Ta Gueule Communication. Ouais, merci aussi au Terre des Esquerres. Continuez de nous suivre sur nos plateformes, acpodcast.ca, le site web. Puis, c'est ça, là, YouTube, Instagram, Facebook, Appropriation culturelle, le podcast. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des opinions à nous les dire. Bonne écoute! Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est où j'étais allé à Amos, la télé communautaire, ils ont des. C'est Black Magic. Ouais, ils ont tous des Black Ouais, Magic. ouais, C'est on passe pas à pire. Black Magic, ouais. Ah ouais? Oui, ça, t'es allé il n'y a pas longtemps pour parler justement de ton documentaire. Ouais, pour nous, chez nous. Mais c'est Ah ouais? drôle parce que je pensais que ça serait comme une entrevue de 5 minutes. Là. Ouais. Puis finalement, OK, c'est 1 heure. Ah ouais. OK. Ah shit, OK, t'as fait 1 heure? Fais de la Ben TV. non, attends un peu. Je pense que j'ai fait une demi-heure. OK. Ouais. OK, c'est ça, avec Guylaine. Ouais. Ouais, mais c'est ça, la télé communautaire, ça, c'est rendu ça. Là, c'est très Ouais. en mode podcast aussi, je pense. Là. Ouais, quasiment. Ouais, C'est comme on n'a pas de limite. On En n'a fait, pas Beaucoup Ouais, plus c'est ça. intéressant aussi. Là. que de faire un C'est- 5 minutes. que Ouais, là, c'est ça. puis 5 tu- minutes, t'as pas le temps de plugger rien. Ah, là, j'ai T'as- pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ouais, c'est ça. Hey, vite, faut aller à la pause. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu... La télé traditionnelle, elle meurt pour ça, je pense. Là, tu sais, l'espèce de... Parce que le fun avec le podcast maintenant, c'est que, tu sais, il est télévisué. Ouais, il est télévisuel aussi. Télévisé. Télévisé, c'est sûr que j'ai comme mêlé deux C'est ton termes premier, ensemble. c'est ton premier. Là, c'est pas grave, Matt. là, c'est un strike. Hein? 3 strikes, tu t'en fais plus jamais. Là. All C'est right. Steve, c'est Steve qui prend ta place. Je vous rappelle que j'ai fait 20 ans de radio. Mais parlons-en. Prouve-le! Sans filet. Mais parlons-en. On n'était pas... Mais tu nous parlais de Pour nous chez nous, justement, c'est ton dernier gros projet quand même. Hey, oui, c'était le fun, ça. Avec C'était- Télé-Québec? Oui, avec Télé-Québec, puis avec une boîte de production. On a-tu commencé? Ben oui, on a commencé. Ah, on a commencé. Depuis le Hey, début, on a commencé. C'est juste on qu'au est- montage, Ben va choisir. Bon, ben c'est merveilleux. trouve un on a bout plus que le droit ça de dire de fit. conneries. Mais Bon, on a le tiens- droit, Je tiens là, quand mais- même à saluer Rodrigue Turgeon qui a commandité cette bière. Oui, c'est vrai. La Merci, Basse Rodrigue. 50. Rodrigue. C'est vrai, Rodrigue, merci. Très content. Il est omniprésent dans notre bière, c'est ça. Mhm. Oui, pour nous, chez nous, ça a été un beau projet parce que... comment je pourrais dire ça? Ben, je trouve que c'est une thématique importante qui est partie d'un constat qu'on a fait, genre tout le monde, là. Notre dépendance au réseau de distribution, puis à ces séquences-là où les produits arrivent d'ailleurs ou même les produits peuvent en partie venir d'ici, s'en vont se faire transformer ailleurs, puis reviennent par un autre pays. Puis cette espèce de dépendance-là au canaux de distribution, en fait, on l'a vu pendant la COVID. On a réalisé que, oh boy, OK, mettons, demain matin, on ferme les frontières. On n'a pas tout. Ouais, c'est ça. Qu'on n'ait pas tout, c'est une chose, mais qu'on soit dépendant. Tu sais, qu'il y a des choses que finalement, des choses de base que tu réalises que, aïe, dans le fond, on a tout,
mais on a perdu la capacité de le transformer. Est-ce qu'on peut subvenir à nos besoins? Ben, c'est ça. Exact. Exemple, boucherie, là, où il n'y en a pas en Abitibi-Témiscamingue. Fait que tous les animaux sont se faire chipés. abattre, Exact. Des Puis, tu sais, Laurentides. moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Tu sais, après ça, qu'on puisse manger des bananes, c'est super. Puis l'idée, c'est pas de critiquer tout ce qui est mondialisation, mais c'est de se dire, on est-tu capable d'être quand même le plus autonome possible, puis après ça, on exporte, tu sais, ou on importe, excuse-moi. Puis le constat, il est dur, parce que finalement, on a rentré dans la sphère de la financiarisation, puis ça, selon moi, c'est la perte de sens la plus totale, là. En fait, c'est l'idée qu'un produit perd son rôle, mettons, sa fonction de base. Je trouve le plus bel exemple, c'est les terres agricoles. Mettons, un financier qui décide d'investir dans une terre agricole pour seulement faire fructifier la valeur de la terre. Sans l'utiliser. Ça, selon moi, c'est une absurdité la plus totale. C'est la plus belle image. Oui, exact. Donc là, la fonction de la terre ne sert plus à nourrir les gens, mais elle sert à augmenter le profit d'un groupe de financiers. Même chose avec la forêt. C'est fou, là. Tu sais, mettons, Papier Excellence, qui cet été a racheté Résolu, est une compagnie indonésienne qui aujourd'hui possède 30% du parterre de couple des forêts québécoises. Québécoises? Oui. 30% des forêts québécoises, des droits de coupe de forêts québécoises publiques appartiennent à cette compagnie-là. En Indonésie. En Indonésie. Donc, il y a comme de quoi qui... Puis, c'est ça qu'on a réalisé aussi en creusant là-dessus, c'est que les compagnies, ces multinationales-là, quand ils ont un parterre de coupe, c'est comme si on leur donne une hypothèque gratuitement. C'est-à-dire que le parterre de coupe a une valeur quand ils s'en vont, par exemple, emprunter à la banque. Ils disent, moi, mon parterre de coupe de 30% vaut tant. Donc, ces compagnies-là peuvent faire des grosses opérations financières basées sur la fiction du 30%. Puis finalement, l'entreprise couper des arbres, c'est peut-être même pas ce qui est le plus rentable dans leur économie. C'est-à-dire que juste le levier financier du 30% est suffisant pour faire des actions monétaires qui font en sorte que... Donc finalement, couper des arbres, c'est quasiment, ça peut devenir quasiment secondaire, mais ils continuent de couper des arbres, puis l'affaire est ketchup. Là. On fait continuer l'usine, mais c'est plus ou moins ça qui est important pour nous autres. Là, Exact. Ah, c'est fou, hein, parce que moi, j'ai vraiment une vision socialiste de nos ressources. Là, puis j'aimerais ça avoir Mine Québec, Forêt Québec, puis que l'argent, puis que toutes les forêts appartiennent au gouvernement, donc à tous les Québécois, Québécoises, puis que la même affaire pour les mines. Donc, tout le profit, il va dans les programmes québécois. Là, moi, je trouve que c'est tellement rempli de sens que je comprends même pas la levée de bouclier. C'est ça. C'est fascinant. C'est fascinant quand même je dirais le pouvoir de persuasion de certaines organisations pour faire en sorte que les choses restent comme ça. C'était la même chose quand ils ont essayé, et pas juste essayé, quand ils ont transformé Hydro-Québec en société d'État, finalement. Tout à fait. Créé Hydro-Québec. Il y a eu des levées de boucliers, là, des entreprises privées qui ne voulaient pas perdre leurs acquis, mais ça a passé parce qu'à ce moment-là, c'était la Révolution tranquille. On était très là, le fameux chez nous, là, de Maître chez nous, de Jean Lesage, puis après ça, René Lévesque. Puis... Qui pourrait avoir un renversement, justement, avec les mines, les forêts? Je pense que oui, c'est juste parce que là, le premier argument après ça, c'est que les mines, c'est pas comme c'est pas stable. Mais après ça, justement, on va les exploiter justement quand ça vaudra la peine, au lieu de se faire exploiter quand eux autres pensent que ça vaut la peine. En même temps, tu sais, quand c'est une société d'État ou une entreprise publique, tu sais, j'ai l'impression que même si oui, c'est pas stable, comme tous les profits vont aller dans ça, on va garder une expertise, premièrement, au Québec. On a déjà une expertise. On a déjà une, mais l'expertise appartient au privé. Utilisons cette expertise-là, puis ayons-la sur place. Puis en même temps, en tout cas, j'ai l'impression que aussi pour le réaménagement des sites après l'exploitation, ça va faire partie. Le gouvernement n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour offrir des services. Donc, s'ils exploitent la mine, techniquement, ils vont remettre le site en ordre. Puis ils vont pouvoir investir dans leur propre fonds pour remettre les trucs en ordre. Puis en même temps, c'est ça. On va pouvoir financer. Là, quand tu regardes les minières qui font des milliards et des milliards de dollars, on pourrait en avoir un programme là, de salaire garanti pour tout le monde. Là,
C'est niaiseux. C'est 2 ressources. Les 2 ressources au Québec, puis on serait capable de financer bien des affaires. Je suis pas un économiste, là, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand on me dit qu'une minière fait des profits de 1 milliard, là, ça, c'est des profits. Ça va être nos profits à nous. Ça semble utopique, mais... mais mettons que le gouvernement a 1 milliard de plus dans ses poches pour dépenser. Oui, puis même, mettons, on pourrait même aussi se questionner, tu sais, là, c'est une grosse question à se poser en Abitibi, là, mais l'utilité de l'art. Mettons, au-delà du profit puis au-delà de l'argent, je pense qu'on est rendu peut-être aussi à une époque où on ne devrait pas exploiter quelque chose de relativement inutile. De l'art, il y en a suffisamment sur la Terre dans des voûtes de banques centrales pour l'utilité qu'on aurait de besoin. Là. C'est une garantie d'argent, là, c'est ça. Ouais, puis c'est un peu... C'est de la fiction, là. C'est complètement... Il y a une grosse part de fiction dans la valeur de l'art et l'utilité première, c'est des bijoux. T'sais. Donc, l'utilité vraiment technique, là, c'est comme 5... Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est très peu. C'est moins de 10 de l'art qu'on exploite qu'une réelle utilité technique. Sinon, c'est soit de la fiction financière qu'on met dans des banques ou des bijoux. Après ça, des bijoux, c'est chouette là, parce que, je veux dire, ça l'a... Dans le sens que je ne veux pas remettre en question de porter ou ne pas porter des bijoux, mais mettons, l'utilité de l'art dans les bijoux, je peux le comprendre étant donné qu'il y a esthétique. Esthétique, mais ça a des fonctions aussi, je pense, pour des allergies. Puis tout ça. Okay. Quelqu'un qui. L'art a des spécificités. Ne rouille pas. Mais l'art, à la base, c'était pour les crashs économiques. Si l'économie allait crasher, ben là, on pouvait se baser justement sur l'art pour subvenir à nos besoins. C'est une des 3 garanties. Là. Avant, c'était l'art. Après, il y avait les bons du gouvernement qui garantissaient de l'argent. Puis après, il y avait un autre truc. Puis à ce temps, les données aussi. Là, le data est rendu là-dedans. Là, mais... La crypto-monnaie va devenir de la valeur refuge. On avait reçu Caroline Arbour au podcast il y a quelques années déjà. Quelques années. Je parle comme si ça faisait 15 ans qu'on faisait ça. Puis justement, elle a fait des bijoux ici à Amos, en Abitibi. Puis elle ne peut même pas utiliser l'or de la mine à côté de chez eux. Oui, mais c'est ça. Dans le film Pour nous, chez nous, un des invités importants du film, c'est François l'Italien. Puis ce qui explique, il disait un truc qui est super intéressant, c'est que la financiarisation, c'est aussi, tu sais, quand l'économie appartient plus au milieu, c'est que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une logique de pomper l'argent, puis que l'argent quitte, s'en va ailleurs. Puis l'art, dans la région, où tous les métaux qu'on a, tu sais, à Rouen, là, on devrait avoir des toits de cuivre. Ça devrait être la... On a un théâtre du cuivre. Oui, c'est ça. Il y en a un peu, mais probablement que... La cathédrale est faite en cuivre. Oui, la cathédrale est faite en cuivre, mais dans le sens, ça devrait être identifié. Je veux dire, le village de pêcheurs, il y a des quais, il y a des bateaux, on le sent. Tu vois que l'économie, elle est culturellement visible. Il y a de quoi... Rouen aussi, hein, ça sent. Oui, ça sent. Elle n'est pas visible, elle est auditive. Non, elle n'est pas auditive. C'est olfactive. C'est ça. Auditive aussi un peu, là, finalement. Tous les sens sont... Mais on peut prendre, par exemple, la nouvelle minière Sayona qui viennent d'ouvrir leur fonction il n'y a pas longtemps. Ils ont produit leur première tonne de spodumène. Ils veulent vraiment transformer le lithium d'ici en Abitibi-Témiscamingue en faisant la filière batterie. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que, tu sais, c'est... Ça, c'est beau. Ça, dans l'absolu, c'est déjà... Il y a quelque chose de plus logique. Il y a quelque chose de plus logique. Il y a une volonté de... Oui. Ça, si ça se fait, déjà, c'est comme un gros... c'est un changement majeur. Parce que même la mine Noranda, à l'époque, quand ils ont construit la fonderie, l'entreprise après l'anode, là, à Rouen, il se coule des anodes de cuivre. Mais ensuite, ça s'en va se faire affiner encore plus... plus finement. Plus purement. Dans Hochelaga, à l'usine CCR. Puis aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais il y avait comme le double d'emplois à CCR qu'à Noranda. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui voulait que ça tout se fasse à Rouen, puis ça aurait été très logique aussi. Là, donc, pour l'économie locale. Oui, exact. Donc ça a été comme... À l'époque, c'était très politique. Là. Il y a quelqu'un qui voulait ramener ça à Montréal. Il est arrivé ça dans le domaine de la forêt dans les années 80. On coupait notre bois en Abitibi,
puis on le transformait très peu. Il allait se faire transformer ailleurs. Puis là, une année est arrivée l'usine de Abitibi Consolidated. Mais là, dans le temps, c'était Donahue Normic. Pour faire du papier, la grosse usine qui devait être dans le Bas-Saint-Laurent, mais ils ont fait comme non, tu prendras pas les pâtes puis le bois de l'Abitibi pour l'amener dans le Bas-Saint-Laurent. C'est complètement absurde. Fait que là, l'usine s'est créée ici, puis ça a été un changement majeur pour la ville d'Amos qui avait perdu un peu parce que là, les institutions étaient rendues à Rouen, mais là, finalement, avec la grosse usine, Amos a repris un peu de poil de la bête. Puis, c'était la même affaire avec l'eau, avec Esca. Au début, il y avait des camions citernes qui allaient à Montréal avec l'eau d'Amos. La transformer. La transformer là-bas. Mais tu sais, l'embouteiller, là, à cette heure, ils ont investi pour les bouteilles de verre, mais toutes les bouteilles de verre étaient faites à l'extérieur. Fait que là, ils pompaient l'eau ici. Puis tu sais, l'eau, on s'entend, puis c'est, mettons, Nestlé, c'est les pires, là. Mais tu sais, pour les redevances d'eau, puis tout, là, de puiser... c'est dit la meilleure eau au monde, puis il n'y a pas un sou qui est dégagé ou presque rien qui est dégagé de ça. Là. Parce que les étapes de transformation de l'eau, on s'entend, c'est pas long. Là, fait que si tu la remplis pas au moins sur place, t'es à coule du robinet, t'amènes dans ton Brita puis t'amènes dans ton frigo. Le pire, c'est que même les bouteilles de plastique là, sont remplies sur place, mais sont chupées à Montréal en entrepôt, puis après sont revenues en Abitibi. Ouais, pour des magasins, c'est ça. C'est complètement absurde. Très cool. C'était la même affaire avec Belle Brass. C'est co-responsable. Ouais, Belle Brass aussi l'a fait un petit peu. Il y a les tomates de Guyenne, je pense, qui, à une certaine époque, partaient à Montréal pour revenir dans IGA. Donc, sur le coton. On se demande pourquoi ils en font plus de tomates aujourd'hui. C'est parce que c'était payant pour personne, ça, dans le fond. Mais l'eau, c'est ça. Dans le film Pour nous, chez nous, on parle de toutes les ressources. C'était ça la façon que j'ai trouvé la plus simple pour expliquer un sujet aussi vaste. Ouais. Puis l'eau, d'ailleurs, c'est fascinant là, au Québec, comment on donne notre eau. Là. Je pense que là, c'est comme vraiment en train de changer. Ça mais se discute beaucoup. Là, on donne 7 sous pour ce que, par exemple, le Danemark va donner 7 $. Là, ça n'a comme rien à voir. Là, parce qu'on a une abondance. Mais c'est comme si on était un peu naïf. Notre abondance nous rend naïfs sur la ressource. Puis c'est encore pire quand on achète notre OSK. Je veux pas dire qu'on peut. Là, puis en même temps, il y a des gens qui ont des puits, qui ont peut-être des eaux plus difficiles. Là, mais pour les gens d'Amos, mettons, s'il y en a qui achètent de l'eau à bouteille, là, ils payent dans le beurre. Ça fait tabarnouche. Moi, j'aime mieux quand ça goûte le plastique. Mais j'aime quand même l'image de... À Amos, vous faites pipi dans la meilleure eau au monde. C'est quand même hallucinant. Ouais, c'est ça. Ben, puis ça a été une affaire qui m'a marqué dans ma jeunesse. J'ai tout le temps eu l'habitude de boire de l'eau du robinet. Là. Jamais personne m'a dit « Fais attention, l'eau peut avoir des problèmes. » Fait que c'est après, quand j'ai commencé à aller aux études à Rouen, que là, l'eau, elle goûte... Ben, tu sais, elle est bonne. C'est ça. Elle goûte vraiment différent. Rien à voir. J'ai pogné un peu mon 2 minutes pour dire, OK, je pensais que c'était acquis, là. J'étais un gars de Rouen, moi, là, puis j'étais un bébé plutonium, là. Cela dit, on est au Québec quand même dans les lieux au monde où on a le meilleur réseau d'eau d'aqueduc. C'est hallucinant. Là, c'est un privilège. C'est meilleur que dans... Parce qu'à la base, notre eau est quand même de façon générale pure. De qualité, même... Je veux dire, on puise, nous, on a des... Là où on n'a pas la chance d'avoir la meilleure eau de source, un ESCA qui nous présente, un ESCAR qui nous donne la meilleure eau au monde, on a quand même de l'eau de qualité dans nos lacs qui demande moins de traitement que dans d'autres pays, là, donc, de façon générale. Comme juste chez nous, moi j'ai un puits, puis oui, j'ai un adoucisseur d'eau parce que beaucoup de... soufre, de manganèse. OK, ouais. Mais à part ça, à part le petit goût un petit peu ferreux, là, à part ça, ça se boit bien. Là, mais sinon, elle est juste puisée puis elle est pompée chez nous. Ah ouais? Pourquoi qu'on boit de la 50? Je peux te donner de l'eau à la place, moi, ça me dérange pas. Non. Mais j'ai comme le goût de revenir sur le lithium parce que j'ai... là, de ce temps-ci, là, c'est comme la nouvelle... c'est la grosse tendance de parler d'électrification des transports. Puis là, c'est l'or blanc. Mais j'ai quand même peur de tout ça parce que c'est comme si on nous rentre dans la tête qu'il va falloir faire plus de mines de lithium, mais c'est encore le pattern de se dire qu'il va falloir que tout le monde ait 2 chars. Là, ça va être des chars électriques au lieu de des chars à gaz.
oui, c'est mieux à certains niveaux pour les GES. Ça, c'est bien sûr, mais on ne va pas se mettre à faire des trous partout pour fournir. Il va falloir aussi essayer de trouver le moyen de changer de paradigme puis de se dire que c'est les transports en commun qu'il va falloir privilégier, le train, l'autobus. En Abitibi, on a tellement de retard là, pour le transport en commun. En Amérique du Nord, en général. Si tu regardes les réseaux de train, d'avoir un train. C'est déjà pas pire. Quand il y avait le train ici entre Amos et les grands centres, puis qui passait dans plein de villages, là, je trouvais ça bien intéressant. Puis aujourd'hui, s'il y avait un train haute vitesse au Québec, qui ferait au moins, en tout cas, la 117? La 117, moi, je prendrais le train pour aller à Montréal. Parce que rendu à Montréal, j'ai pas besoin de tout. Puis, même si à Montréal, si on a un train qui fait à la limite le même temps que l'auto, là, moi, je prends le train. Je veux dire, tu peux faire autre chose, tu peux lire, tu peux travailler, tu peux... puis il va falloir aussi arrêter de penser en rentabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de... on le sait, là, on est dans un changement radical au niveau des GES, les changements climatiques, la biodiversité. Je veux dire, c'est comme ting-ting, toutes les lumières sont allumées. Là, on parle encore, le train, ça ne sera pas rentable. Hey, arrêtez. Parce qu'il va falloir prendre des décisions non rentables. Parce que la logique rentable, elle nous mène dans le mur. Mm-hmm. Puis la logique... si tu n'as plus ton paiement de char à faire, là, ton pouvoir d'achat il vient d'augmenter en tabarouette d'ailleurs. Total. C'est fou, là. Quand tu n'as pas de paiement de char, tu le vois, là, que ton pouvoir d'achat augmente. Mais je pense que, je pense qu'après... je pense qu'on arrive, en tout cas, c'est ma vision, mais un peu... à la fin du déclin du capitalisme, où là, on a tellement comme gratté tous les fonds de tiroir. Les Chinois s'en viennent. Non, mais j'ai l'impression que c'était ça, là, puis c'est tout le temps la rentabilité. Puis aux États-Unis, mettons le service de poste, là, le monde chialait parce qu'il est en déficit, mais c'est un service du gouvernement. C'est normal si tu es en déficit. C'est un service. Oui, c'est ça. Ils sont pas là pour faire de l'argent sur notre dos. Mais non, ils font pas d'argent. Oui, ils vendent des services, correct, mais si ça fait juste que ça coûte moins cher, tant mieux. Mais en même affaire avec Poste Canada, on va-tu couper, là, on n'aura plus de poste parce que ça coûte trop cher puis c'est pas rentable. J'ai jamais vu quelqu'un chialer. Le prix des timbres il a encore monté. Puis le déficit de Poste Canada, il est un peu caché. C'est-à-dire qu'il faut pas... En tout cas, je connais pas tous les détails, là, mais c'est-à-dire que la livraison de colis n'a jamais été aussi haute à cause des Amazones de ce monde. Mm-hmm. Et Post Canada en profite. C'est juste que c'est des... Pure Later, c'est leur espèce de filière. Ben oui, c'est à eux. Donc là, tu sais, c'est un peu comme Hydro-Québec qui nous dit que tel département est déficitaire par rapport à un autre qui finalement fait du profit. Donc, je veux dire, il faut faire attention en ce moment, la livraison par colis, elle est en... ça fait que augmenter. Et Post Canada en profite aussi. Mm-hmm. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que là, on revient un peu tantôt, mais tu sais, d'avoir un Québec mine, d'avoir un Québec forêt, ben là, tu peux financer ton chemin de fer à perte. Là, tu peux dire, j'investis cet argent-là, on construit les chemins, puis c'est sûr que là, la construction va être le plus gros coût, mais après, le monde va l'utiliser. Oui, puis c'est pour des centaines d'années. Mm-hmm. Puis là, je ne suis pas un expert en transport public, mais j'ai comme l'intuition de croire que un chemin de fer, c'est peut-être même moins cher à entretenir que des routes. Là. Ça se peut. Ça se peut, oui. Puis si ça se trouve, ça prend moins d'espace. L'infrastructure est moins compliquée. Oui, il faut que pas juste ça. Tu coupes du bois, mais c'est pas... Déneigement, la réfection des routes, tout ça. Les accidents. C'est ça. C'est majeur, là, la voiture. Là, puis, on a l'expertise réseau ferroviaire au Canada. Le CN, c'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait qu'ils n'ont jamais investi dans leur patente. Là. Ils sont restés sur le développement. Ils sont restés en 1930, c'est ça. Puis on dirait que... Puis le CN, des fois j'entendais ça, ils ont comme quasiment plus de pouvoir que le gouvernement lui-même parce que sont directement reliés à la reine, là, je pense. Là. Ah ouais, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un chemin de fer qui passe dans une municipalité, mettons, ils ont tous les droits, là, tu peux pas leur dire quoi faire, là, c'est vraiment eux autres. Bon, en même temps, c'est correct aussi parce que les trains, maintenant, c'est important, là, l'horaire de tout ça, puis l'entretien de tout ça, là, mais le CN, je pense que le CN, en même temps, leur modèle d'affaires, c'est beaucoup pour le transport de marchandises, pas de personnes. C'est ça, ouais. Fait que, il n'y a rien qui empêche de mettre, après un train de
40 wagons de marchandises de mettre 2 wagons de personnes. Là, parce que, mettons, faire Québec, Toronto, Vancouver en train, ça coûte combien, mettons? C'est 3 jours, mettons? Hey, j'ai vu une vidéo TikTok récemment. Ah oui, OK. Elle était longue, ta vidéo TikTok. Non, mais j'ai l'impression qu'il a été chercher un influenceur pour parler du... mais c'est peut-être Via Rail, mais ils font Toronto-Vancouver. Il fait Toronto-Vancouver, puis il donne les prix en euros, donc c'est comme un Français. YouTuber français, c'est-tu un pléonasme, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que oui. Donc, de mémoire, la ride la moins chère, c'était genre 500 €. Okay. Désolé. Ça veut dire comme 1000 piastres canadiens, mettons? Ouais, il était dans le wagon à bagages. Oui, c'est ça. Il était avec les... Mais après ça, il y a comme l'autre catégorie qui était comme plus autour de 1000 €. Ouais. Puis il y avait l'espèce de truc là, avec couchette, chambre, puis le truc avec alcool. Puis là, on était plus autour de 4-5 000 €. Pas d'hôtel, t'as pas de gaz, t'as pas... Fait que dans le fond, c'est pas si pire. Là, 4-5 000, c'est une autre chose, là, mais dans le fond... Non, mais celui de base, il est chouette, je trouve. Mais tu sais, pour traverser le pays confortablement, je pense que c'est abordable. Oui, puis tu sais, il y a des wagons là, panoramiques. Pour vrai, ça a l'air vraiment chouette. Vraiment. Moi, c'est dans mon rêve. J'aimerais ça le faire, d'aller voir le Canada. Je suis allé en Ontario, puis je suis comme, j'ai le goût d'aller à la province après. Oui, l'Ontario t'a donné le goût d'aller plus loin? Oui, ben, tu sais, je m'en ai Sudbury, mais tu es comme... Moi, j'adore aller en Ontario. Je trouve que ça fait changement d'aller dans le sud de la province. Puis juste les pancartes routières, oui, les orignaux plus agressifs. Oui, c'est ça. Ils sont tous plus agressifs, les pancartes. Les routes mieux entretenues. Même les policiers sont plus badass. Oui, l'OPP. Tu te fais arrêter par la police en Ontario, là, et te les fesses serrer. Sorry, mister. Non, mais il y a un mini dépaysement. Puis là, tu parles en anglais, puis ils switchent tout de suite en français parce qu'ils te trouvent poche en anglais. Puis là, finalement, ils parlent en français. Puis non, j'adore ça. La dernière fois que j'étais allé en Ontario, c'était les élections municipales. Fait que là, c'était il y avait plein de pancartes. Puis c'était bien différent. Tous les conseillers se faisaient des pancartes sur les terrains. Un peu comme aux États-Unis. C'était beaucoup la campagne un peu. Puis là, dans un petit resto qu'on va, maintenant, il y a Miranda qui se présente comme mairesse de Sudbury qui vient nous voir. Puis je fais... Même les candidats sont badass. Miranda, tu sais. Fait que là, j'ai dit, we're from Quebec, so I don't know if I will vote, but good luck. I'm not gonna vote for you, but... Je trouve ça cool de m'immiscer dans leur... oui, la politique ontarienne. Je suis allé sur Internet, j'ai googlé, OK, Miranda, tu sais, elle est troisième, elle passera probablement pas, mais c'est comme l'option un peu de gauche. Là, ça, vois-tu, je suis pas surpris de toi. Tu t'as googlé le candidat. Je suis allé voir, puis j'ai vu, OK, l'ancien maire, lui, qui vient de dropper, là, il a annoncé cette semaine qu'il arrêtait la campagne. J'étais comme, je suis dedans, j'ai le goût d'aller voter. J'ai le goût d'avoir ma citoyenneté sudburoise. Ça serait quoi ton nom d'ontarien, Matt? Sûrement Paul. Paul? Paul Brooks. Ouais. Mais en fait, puis là, celui qui a passé, c'est un ancien député du NPD qui avait été défait aux dernières élections. Fait que là, il est rentré comme une balle dans la ville. C'était le candidat local. Puis là, on parle de Sudbury. Ouais. Parce que j'étais plus sûr c'était Sudbury. Il y a des graves problèmes aussi à Sudbury quand même. Là. Ici aussi. Il y a de l'itinérance beaucoup. Beaucoup d'itinérance. C'est trash. Vraiment trash. Ça m'a surpris. Mais je sais pas pourquoi. Puis eux autres, un peu, c'est mono-industriel, un peu comme à Rouen. Dans le fond, c'est la mine de cuivre aussi là-bas. Mais ça reste que c'est une réalité relativement différente dans le sens où sont à quoi, 2-3 heures de Toronto? Ouais, c'est assez proche, ouais. Ouais, donc il y a comme un isolement qui est assez différent. Donc il y a comme un... Tu sais, c'est assez facile d'aller bouger à Sudbury. Tu sais, Sudbury, c'est le Saint-Jérôme de Toronto. Tu sais, mettons, je le résume bizarre. Bonne comparaison. Il y a de quoi qui est comme... Tu sais, il y a une proximité qui fait que ça bouge plus. Tu te places là-bas, tu vas monter. L'Abitibi a comme... il y a quelque chose d'insulaire que j'aime bien. Qui est le parc La Vérandrie. Qui est le parc La Vérandrie. Psychologique. La barrière psychologique. C'est surtout que les Montréalais se sentent au nord à partir des portes du nord. Oui, les fausses portes du nord. Moi, j'ai vu les vrais à Matagami. Ça, c'est les vraies portes du nord. Quand tu dépasses le 55e parallèle, t'es dans le nord. Ouais, c'est ça. On dirait, cette proximité-là, je sais pas, ça doit être à cause de ça, mais ils ont énormément de services de proximité aussi. À Sudbury, je pense qu'il y a 3 Walmart, il y a un Costco, il y a un gros cinéma, il y a un gros centre d'achat, ils ont tout, tu sais, puis il y a un Ikea. Il y a un bassin de population quand même pas mal plus grand. On sait pas, quand tu arrives là, tu minière ce monde-là, je sais pas, là, mais... Ville minière à la base, puis ça a fait un peu comme Rouen, mais tu sais, oui, la proximité avec Toronto, d'après moi, il est pour beaucoup. C'est plus facile d'aller s'implanter, mais...
C'est très dark. C'est comme 120 000 habitants à Sudbury, je pense. C'est le double de Rouen, ou c'est pas le triple? C'est quasiment la population de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Carrément, dans une ville. Fait que, c'est ça, c'est un autre... Même Timmins, c'est plus petit, mais c'est comme Val-d'Or, mais là, ils ont vraiment beaucoup moins. Oui, puis même, moi, j'adore North Bay aussi. Oui, c'est encore plus proche, mais là, encore une fois, c'est plus pour être ailleurs. Moi, je vois là pour le Wendy's. Ouais, c'est ça. C'est-tu ça que les burgers sont carrés? Ah ouais. Okay, c'est ça. Le Baconator. Moi, je fais souvent des road trips à New Lescure pour aller au pizza. Témiscamingue Shore. Lisgarde. Ça me dit les Témiscamiens. À chaque fois que je passe à Témiscamingue Shore, je me dis il faut que j'aille à l'Autochtone. Oui. Je sais pas si tu l'as déjà essayé, ce resto-là. C'est excellent. C'est super bon. C'est de la viande sauvage, dans le fond, d'un chef autochtone là, qui a lancé ça. Ça a l'air, mais tu sais, à chaque fois que je passe, c'est jamais... l'Autochtone, puis la carte des cocktails est extraordinaire. Puis l'été, il y a une chouette terrasse sur le côté. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça a l'air vraiment d'un beau resto. Ça sent le road trip cet été. On va faire ça. On devrait c'est à côté. Une édition du podcast à l'Autochtone, ça serait bien. J'avoue, hein? Ah ouais. C'est à Haileybury, je pense, l'Autochtone, c'est exact. Ça? Ceux qui est fusionné avec Témiscamingue Shore à Star. Avez-vous déjà vu la maison du baron du bois à Haileybury? Ah, le gros manoir? Oui, c'est un manoir comme... Mais sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube là, du monde qui essaye de rentrer et qui réussissent d'ailleurs. C'est hallucinant. Ah, mais c'est-tu le manoir qui était en train de se construire puis ils ont abandonné en cours de route? Ok, ouais. La grosse baraque, tu sais. Qu'est-ce qui a brûlé à Haileybury? On en parlait dans Boss vous raconte. C'est l'église. Avec les citoyens dedans. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le village passe au feu. Puis... Mais vous saviez qu'à Haileybury, il y a eu le premier vol de la poste par avion. En fait, la première livraison au Canada de colis par avion. OK, je m'en sais pas se voler des colis. C'était par hydravion du lac Témiscamingue à Haileybury vers le lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Oh, wow. Ah ouais. Intéressant. Quand même. Wow. Ils ont droppé ça dans le lac. Vous m'avez pas invité pour rien. Bon, ben maintenant qu'on sait ça, ben merci. C'était le fun. Astor arrange les lumières. Je suis curieux de savoir, on parlait du documentaire tantôt, c'est quand même, t'as eu une collaboratrice quand même super intéressante, Marilyn Jonca. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Marilyn? C'est-tu toi d'emblée qui l'as approché ou? C'est ma super productrice René-Claude Riendeau qui avait fait un projet avec elle préalablement. Puis ça, c'est vraiment... Puis c'est le côté vision de production. Là. Moi, j'avais même pas imaginé avoir une narration, mais j'étais dans un cadre que j'avais pas fait, que j'avais pas expérimenté encore beaucoup. C'est-à-dire que c'est une production vraiment télé. J'avais ma date de diffusion avant même de commencer à tourner. Et là, c'est stressant. D'habitude, je fais le film, puis après ça, pas de pression. Donc, toute la vision télé, c'est vraiment René-Claude qui l'a amené, puis elle a dit ça serait le fun d'avoir un animateur ou une animatrice, puis l'idée c'est le reach, là, d'avoir comme de la visibilité, puis d'avoir comme peut-être une personnalité publique qui fait en sorte que il y a peut-être des gens qui écouteraient pas le documentaire, mais qui vont peut-être être attirés par cette personnalité-là. Ouais, clairement. Puis dans le fond, tant mieux. C'est-à-dire que si ça sert l'idée que plus de monde est conscientisé par rapport à la financiarisation de nos ressources naturelles, ben moi j'ai fait all-in, go. Donc là, il a demandé, elle a dit oui. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est arrivé, puis aussi, comment je pourrais dire ça, c'est qu'il était... il faut qu'elle soit sensible à ces enjeux-là. Puis c'était le cas. Hein? Parce que c'est rare qu'on la voit dans un contexte où on la connaît des grandes crues puis des shows télé, télé-réalité un peu, mais là, on la voit, tout le monde en parle un peu plus, mais moins dans les causes sociales. Ouais. Mais là, il était all-in sur le social. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ça reste que ça devient comme aussi un porte-parole du film, du message. Puis, tu sais, dans l'absolu, elle n'avait pas besoin non plus. Elle faisait pas partie des intervenants qui parlaient du sujet. Dans le film, c'était plus un liant, puis c'était comme de mettre un visage sympathique qui pouvait faire... C'est comme un prof cool qui va expliquer une matière pour te la faire rentrer dans la tête. C'est le prof qui arrive là, au début du cours, puis qui s'assit sur le bureau. Oui. Puis qui dit Chris. Oui, c'est ça. Ou pour les plus vieux d'entre nous, qui apportent la télé, qui la met au 3 puis qui met le
VHS. On Là, a tu sais que tu vécu vas avoir un ça, bon on a cours. vécu ça. Ouais, Cela dit, j'ai vu aussi toute la puissance des personnalités publiques dans le... c'est quoi le terme? J'ai dit reach, mais c'est le marketing, c'est le pouvoir, la portée. La portée, merci, c'est ça. Parce qu'après le tournage des segments comme narration, on s'est fait une petite photo Instagram, puis elle a publié ça dans une story. Puis là, il y a une fille à l'épicerie, elle a dit « Hey, je t'ai vu sur l'Instagram de Marilyn Jonca. » OK, là, tu vois, ça a comme, ça a 200 000 abonnés. Puis, mais là, à cette heure, tu peux plus faire ton épicerie tout seul. Non, mais les gens m'ont vite oublié. Puis là, tu as été invité au 4 juillet à cause de ça. C'est ça, là, t'es pas allé au 4 juillet, non? Non. C'est ça. Non, dans la promo, on a essayé bien des affaires. C'est drôle aussi comment il y avait des timings. Hein. On a failli aller à Le Monde à l'envers. OK. Oh, wow. Mais en même temps, François l'Italien était à Télé-Québec à 2 hommes en or. OK. Puis là, ils ont fait ça va être dans deux canaux, on va parler du même sujet. Ouais, ça va faire moyen. Là, Donc, tu sais, c'est des affaires de même de timing. Là. Puis c'est ça. Mais c'est quand même une belle vitrine. Ouais, c'est 2 hommes en or, c'est quand même cool aussi. Oui. C'est la première fois que tu avais un projet qui était médiatisé comme ça, j'imagine? Ou dans la télé, dans le paysage en fait, c'est la première fois que, un projet documentaire qui était dédié à la télévision. T'aimais ça? Oui. En fait, c'est super le fun parce que, moi, à partir du moment où ce que je trouve comme qu'il y a des éléments qui viennent me rejoindre au niveau du sens, là, dans ce que tu réalises. Dans ce que je réalise. Puis aussi, après ça, parce que là, je m'en vais en quelque part, là, ça va être drôle. Ou d'avoir comme un peu du sens au niveau du fond. Comment je pourrais dire? Regarde, en fait, c'est que demain, je m'en vais tourner un segment d'une télé-réalité qui va sortir bientôt. Je sais pas si j'ai le droit de le nommer. Pas Survivor? Non, mais c'est pas loin de ça. Ah ouais, OK. Mais donc, je m'en vais tourner ça, puis je le fais vraiment avec... c'est drôle, je pensais jamais faire de la télé-réalité dans la vie, puis ça sera probablement pas ça je risque pas d'en faire très souvent non plus. Mais j'y vois quand même beaucoup d'éléments que je trouve trippants d'aller expérimenter. C'est-à-dire que c'est un phénomène social important. Ouais. Puis là, d'aller le faire, je trouve ça vraiment drôle. Mais puis la télé-réalité, ça reste que il y a comme des éléments qui sont très près du documentaire. Tu sais. Puis si je regarde mes 2 premiers longs-métrages documentaires, Alex marche à l'amour et Les chiens loups, d'une certaine manière, il y a des éléments empruntés à la télé-réalité. C'est-à-dire que on a scénarisé un contexte. Mettons, Alex marche à l'amour, on a décidé un itinéraire de pèlerinage. Ça, c'est scénarisé. On a intégré l'idée qu'Alexandre devait mémoriser un poème par cœur. Donc ça, encore une fois, c'est de la scénarisation. Mais après ça, tout ce qui se passe dans ce cadre-là qu'on a inventé, c'est de la vérité. T'sais, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les rencontres qu'on va faire? La télé-réalité, c'est un peu ça. C'est qu'on met un contexte scénarisé, puis on met des humains dedans, puis on regarde ce qui se passe. Advienne que pourra, c'est ça. Voilà. Puis ça, je trouve ça, c'est intéressant. Puis là, je vais être dans un autre cadre complètement différent, mais... Ça me pique ma curiosité, là. En fait, c'est que je sais pas, j'ai pas demandé si je pouvais en parler d'avance. Mais non, en même temps... On en parlera hors caméra. Ça sortira pas avant un petit bout, de toute façon. non, mais de toute façon, la série va sortir. Ça s'appelle Couple en survie. Donc, c'est un genre de Survivor, mais version... c'est vraiment des couples réels. Toi puis Isabelle? Ils sont en train de chier, puis il faut non, mais en fait, chaque couple a eu ses raisons de s'inscrire. Puis là, il y a eu tout un casting pour savoir qui... pour savoir quel couple qui pourrait être intéressant. Couple en survie, pas couple en péril. Non, en survie. Donc, c'est vraiment un couple, un gars, une fille, ou 2 gars ou 2 filles en situation de survie dans le bois. OK. Ils ont 48 heures de survie en forêt. Puis on les suit de loin, des fois de plus proche, mais on ne peut pas intervenir. Savoir si le couple va toffer, c'est ça? Ouais. OK. Puis, tu sais que ça a déjà existé, ça, c'est monter un meuble Ikea en couple. C'est beau, ça. C'est peut-être une des épreuves que tu vas avoir à faire. C'est ça, 48 heures dans un Ikea. Mais là, dans le fond... Non, mais il suit la boussole, puis elle rendu à une telle place, il va voir une boîte, puis c'est une boîte Ikea. Monte ton étagère dans le bois. Pas d'outils. Fait que là, dans le fond, ça, tu vas tourner un segment. Fait que le bout de survie en forêt, ça, c'est déjà fait, j'imagine? En fait, c'est la survie en forêt que je m'en vais tourner. Pour faire une histoire longue, courte, là, je pense qu'il y a 12 épisodes, donc de 30 minutes.
Et la fille qui est la réalisatrice de toute la série est enceinte. Puis elle va... ben là, les segments survie, elle a décidé de les skipper. Parce que... C'est plus tough quand t'es enceinte d'aller dans le bois, c'est ça. OK. Donc, il en restait 4 épisodes à tourner. Donc, moi, je vais tourner les versions, les volets survie de 4 épisodes. Puis après ça, les autres segments, c'est genre un spécialiste du plein air qui va qui commente un peu sur ce qu'on voit. Puis une sexologue qui commente aussi sur la relation de couple en parallèle. OK. Fait que là, vous allez vous faire analyser. Puis, Donc, les couples, ils vivent leur survie. Puis par après, il y a comme une espèce de debriefing avec, c'est ça, le gars de plein air et la sexologue. Puis donc là, il y a comme tout un rapport à comment que ça se passe. Puis ouais, c'est ça, ils sont ensemble. Donc c'est drôle parce qu'il y a différentes couches d'intérêt. Tu sais, il va y avoir le côté peut-être psychosocial du couple. Ouais. Puis après ça, tu sais, carrément des éléments de survie en forêt ou d'attitude ou de panique. J'aurais pas pensé que c'est ton genre de te lancer dans une aventure comme ça. Moi non plus. Ouais? Moi non plus, je pense. Mais en fait, on me l'a offert. Hey, c'est la même productrice qui a fait pour nous chez nous. Elle dit il me manque 4 épisodes, puis on dirait que ça a été le fun de travailler. Ouais. Donc, elle dit ça te tente dessus. J'ai dit aïe, ben go. Puis pour vrai, je le fais avec. Comme. Autant, je veux dire, ça va être vraiment le fun. Là. Je le fais vraiment avec... la même passion que la même passion, oui. Films, oui, puis avec un autre... c'est une autre... C'est comme il y a quelque chose de stimulant dans l'idée de capter du mieux qu'on peut une situation un peu... s'il y a un défi là-dedans, là, de filmer des gens... Tu peux pas leur reprendre. Non, c'est ça. Donc, il y a de quoi de... Il y a un thrill de réussir à bien filmer une scène comme ça. J'ai hâte que le gars de plein air fasse comme là. Il est pas très utile. Il fait juste essayer de faire les meilleurs plans de caméra pendant sa survie. C'est pas très... Non, mais, mais après ça, c'est aussi de raconter une histoire. Là. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Puis le sentiment de ne pas savoir ce qui va se passer, je dirais, il y a quelque chose de grisant dans l'idée d'être juste vite sur OK, là, c'est ça qui se passe. OK, go, on va le faire de même. Puis après ça, c'est de monter une histoire divertissante avec ce qui s'est passé. Oui, c'est vraiment de la télé dans ce que ça a C'est ça, même la télé-réalité, il y a un peu de scénarisation, on s'entend. Là. Je dis un peu avec des guillemets parce que ils racontent une histoire puis ils choisissent bien ce qu'ils veulent montrer. Là. J'écoute Big Brother, mais ils filment 24 heures sur 24. Là, fait que, quand t'as juste une heure, là, c'est ça. Ils ont coupé dans le gras. Ou en tout cas dans leur gras. Dans ce qu'ils voient. Oui, ben on va filmer 48 heures pour... y a-t-il un confessionnel dans une tente? En fait, chaque les couples ont des handicams pour pouvoir se faire de l'auto-documentation. OK. Ouais, fait que là, il a vidé le Suisse pas de la bonne façon, fait qu'on pourra pas super asseoir. Non, mais tu sais, c'est ça qui est intéressant. Puis on est comme à une époque où on se fait... la majorité des gens d'entre nous vont publier des trucs sur Instagram, sur Facebook. Cette espèce d'autodocumentation de nous-mêmes fait partie de notre époque et de notre génération. Donc, de donner des caméras à des couples de 30 ans, fait partie de leur vie. Il y a quelque chose de super naturel là-dedans. Là. Puis ça fait du contenu vrai là, dans l'action, dans cette survie-là. Hashtag j'ai vidé un Suisse. Hashtag on soupe pas soir. Hein? Je reviens avec là. Mais là, tu devrais t'inscrire toi aussi. Oui, ben oui. La saison 2. Saison 2, ben ouais. Saison 2. Il y a quand même quelques personnes de l'Abitibi qui ont fait... la télé-réalité. C'est Isabelle Pilote qui avait fait chef en forêt. Là. Ouais. C'est ça, la télé-réalité, c'est avant, ça a commencé, Love Story, Occupation Double, mais là, c'est rendu, il y en a plein de concepts. La première télésérie au Québec a été à Télé-Québec, Radio-Québec dans le temps. Oui, Macadam. Pignon sur rue. Pignon sur rue, oui. Et voilà. Pignon sur rue. Mais tu sais, tu vois, s'il y a des gens des régions, ça, c'est quelque chose que les télés ont compris, ou en tout cas, certaines télévisions ont compris au Québec, c'est que en région, les gens écoutent la télé. Oui, encore. En ville aussi, mais il y a comme quand même un bassin de population. Tu sais, j'avais été pitcher des trucs à, mettons, Canal D, puis c'est ce que les gens de Canal D disaient.
les trucs régionaux, ça marche. Donc, tu sais, il y a eu une affaire de sauvetage de camions, je sais pas trop. Il y a tu sais, des trucs qui sont dans les régions, qui se passent sur le territoire. Les true crime, en ce moment, c'est la grosse tendance. Donc, tu sais, d'aller sur... Puis ça, à la limite, j'aime bien cette idée-là, c'est qu'on s'en va... Tu sais, des fois, c'est tricher un peu, mais d'aller sur le territoire québécois, de voir notre territoire, ben, je trouve ça... ça a fait aussi partie de la démarche de Pour nous chez nous. Ce qui est le fun aussi, c'est que les médias traditionnels se sont moulés justement à la nouvelle réalité. Ben, tu sais, les applications, quoi que ce soit, fait que tu peux écouter un peu n'importe quoi, mais à partir... Tu sais, pas juste sur ta télé, tu peux écouter ça sur n'importe quelle plateforme. C'est ça qui est le fun aussi. Ça, définitivement. C'est les histoires de région pognent, puis je trouve ça dommage des fois que, justement, c'est des prods montréalaises qui viennent faire les tournages ici. Tu sais, mettons, je pensais... Il y a 2 ans, je pense qu'ils ont fait l'histoire de Justin Brescia. C'est Vidéotron, dans le fond, Illico qui l'a fait. Puis je fais comme, me semble que cette histoire-là, on aurait pu la raconter nous-mêmes, me semble, parce que c'est sites cassés vécus, ça aurait été plus facile de la rapporter. Mais c'est la même affaire que la forêt et les mines. Ouais, ben c'est ça. C'est une donnée, c'est un truc qu'on vient puiser puis qu'on va faire de l'argent avec ça. Puis ça fait, ça touche une corde sensible chez moi, Mathieu, parce que ça fait vraiment partie de mes réflexions, quasiment de démarche artistique, c'est-à-dire que j'aspire à faire le plus de projets cinématographiques ici, mais toujours à partir d'ici. J'ai vu des amis qui ont fait le scénario de... Tu sais, par exemple, Éric Morin qui a fait des super films, Chasse au Godard d'Abitibi, mais qui a amené toute une équipe montréalaise à Rouen. Sophie Dupuis aussi, qui a tourné Sophie aussi, qui a fait un peu le même, dans la même démarche. Puis, tu sais, c'est comme, finalement, ça devient du cinéma québécois. Dans ce que ça a de plus québécois. Mais c'est vraiment le cinéma métropolitain qui débarque dans une région de décor, qui tourne avec leur truc, avec leur standard, leur façon de travailler. Puis c'est super. Puis ça va continuer d'exister. Mais c'est comme si j'aimerais ça. J'aime l'idée de ne pas faire comme ça, mais... De régionaliser Puis là, c'est pas d'imiter ce qui se fait à Montréal puis de le faire ici, mais c'est de se dire, OK, ici, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même façon de faire, on a même en fait, on n'a pas encore de façon de faire. Tu sais, si ça se trouve, est peut-être à développer cette façon de faire-là. Mais de le faire avec les moyens. Puis ça, il faut écrire un film en conséquence. Il faut réfléchir dès le scénario à la façon de faire ce film-là dans le contexte. Tu n'auras pas autant de monde pour travailler comme Sophie l'avait, c'est sûr. Là. C'est sûr, mais après ça, c'est d'assumer ça. Puis je pense que ça donne une couleur au projet. Donc, ça donne une façon de travailler. Oui, puis il y a beaucoup de talent en cinéma en région. Là. Mais de plus en plus. Est-ce que tu aimerais ça être un instigateur, justement, du premier projet Abitibi? Ben là, je sais pas si on peut parler du premier. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu André Blanchard. Non, le curé qui a fait ton documentaire jadis. Ah oui, c'est ça. L'Abitibi! Je sais pas si je serais le premier de quelque chose, mais je serais peut-être... En tout cas, j'aimerais ça m'intégrer dans quelque chose ou en tout cas... T'entourer justement de gens régionaux. Tu collabores beaucoup avec Alexandre Castonguay, qui est un gars de Rouen. Tu as déjà... plusieurs cordes à ton arc, tu pourrais t'entourer justement d'Abitibiens. Puis il y a plein de comédiens puis d'acteurs ici en région. Puis tu sais, c'est sûr qu'il était le fun avec Sophie Dupuis. Là. Elle utilisait des ressources aussi de la région. Oui, il est venu avec son équipe, mais il y a beaucoup de gens de la région qui étaient impliqués dans son film. Récemment, j'ai écouté le film avec Patrick Huard. Chasse au Godard? Non, la politique. Ah ouais, de Philippe... Falardeau. Oui. C'est ça. Puis j'ai fait comme... j'ai donc du monde que je connais dans ce film-là. Oui, le casting était assez local quand même. Émilie Villeneuve, puis tout. Shit, OK, c'est hot. Moi, j'ai dit, c'est ça. Dans le film de Sophie Dupuis, Souterrain, c'est ça, j'ai dit à Virgile que c'était. Oui, ça, il est là-dedans aussi. C'était sa plus belle réplique à vie dans ce film-là. Je vous spoilerai rien. Allez voir le film, c'est super. C'est vraiment cool. Junior et Majeur, mettons, on le voit moins un peu, où on voit parce qu'on voit les paysages de Rouen, les paysages, la fonderie, puis la fontaine. Là. Mais tu sais, dans Souterrain, puis dans Philippe Falardeau, le film de Philippe Falardeau, je me souviens jamais, tu sais. Du nom, là. Ouais, c'est... Mais, avec l'haïtien.
Mais, en tout cas. Ça me reviendra pas. Non, on non plus, mais on voit des gens d'ici, c'est vraiment cool. Il y a quelque chose de bien... je sais pas, on dit que le film est meilleur juste à cause de ça, là, parce que ça vient nous toucher une petite fibre locale. C'est nice. Oui, c'est drôle. Hein? Puis c'est comme si ça donne un autre regard à l'œuvre cinématographique qu'on voit. Là. Vraiment. Comme de quoi, tu vois les paysages, ils ont passé par telle route. J'étais allé là. C'est drôle en ce moment. Ils font croire qu'ils sont à 6 heures de Val-d'Or, mais ils sont juste à côté. Il y a un film français qui est en train de se tourner, qui se passe en Abitibi, puis particulièrement dans les alentours de Rouen. OK. Puis ce qui est drôle, c'est Ma cabane au Canada. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a bien des scènes qui ont été tournées dans le nord de la France. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la forêt boréale. Un gros séquoia. C'est ça. J'imagine, je sais pas trop. Il doit y avoir un peu de ressemblance, mais ouais. Il paraît qu'il y a une forêt de chênes entre Pressac et Malartic. Pressac et Malartic. Non. C'est juste parce que... c'est ça. Ouais, c'est ça à cause de là-bas. Il y a un village tout fait en roche. C'est ça. Il n'y a pas de bois dans ce village. Non, pas de Calais. J'aimerais ça que... aller vers un autre sujet. Tu as été prisé au Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue l'an dernier. Coup de cœur... Ah oui, je pense que c'est pour les chiens loups. Ouais. Ben, c'est ça. Comment tu as pris ça, ce prix-là, avec le Conseil de la culture? Oui, c'était... en fait, c'est une grosse année pour toi, d'ailleurs, avec le Festival du cinéma, évidemment. Les chiens loups, ça va avoir été vraiment un beau parcours, avec... comment je pourrais dire ça? C'est un film aussi c'est un film de pandémie, là. Oui. Donc, il a été pris dans un paquet de festivals. Puis, tu sais, souvent, ce que j'aime dire, c'est que les festivals, c'est le bénéfice marginal de notre salaire de crève-faim quand on fait des films comme ça. Mm-hmm. Donc, souvent, c'est comme ce qui est le fun, c'est que des fois, ça permet de voyager avec le film. Ouais. Puis là, dans ce cas-là, à cause de la pandémie, c'était toutes des éditions en ligne un peu plates. Donc, c'était comme... c'était comme, yes, le film est pris à Paris, il est pris à Florence, il s'en va à New York, mais genre... Le film, il part en version numérique. Puis je ne suis pas avec. C'est plate. Donc, c'est sûr qu'après ça, tu sais, les prix, je vais faire la phrase classique, on fait pas des films pour avoir des prix, mais c'est quand même... Ça rajoute au... c'est la tape dans le dos. C'est la tape dans le dos. Puis chaque tape dans le dos aussi améliore la possibilité d'avoir une autre sub pour le prochain. Donc, c'est l'espèce d'équation-là qui est comme... Donc, les prix, c'est important dans le parcours de n'importe quel créateur. Oui, et puis, tu sais, moi, je me souviens, j'avais été nommé... pour le prix Travailleurs de l'ombre. Là. Je m'avais fait un petit speech au cas. Mm-hmm. On ne sait pas. Puis c'est ça, c'est un peu ça que je disais. Là, tu fais pas ça pour les prix, tu fais pas ça pour la paye, tu fais pas ça pour la reconnaissance, mais quand tu l'as, c'est comme un petit coup de pied dans le derrière pour dire hey, tu fais bien ta job, continue. C'est ça. Tu fais pas ça pour rien. C'est ça. Puis, bravo d'avoir préparé aussi un texte parce que. non, mais je m'étais fait la réflexion je pense que c'était un. Il a juste écrit merci sur une napkin. C'était les Félix, je pense. Puis. C'est quand même des fois, je suis comme tanné de la nonchalance de l'artiste. Il y en a beaucoup, des nonchalants. Il y en a beaucoup. Puis, genre, souvent, c'est des artistes de scène qui sont habitués d'être sur scène, qui dealent avec un public. Puis là, ils gagnent un prix. Puis là, ils débarquent au micro, puis ils n'ont rien à dire à part du cafouillage. Tu dis comme, non, ça se peut pas. Là, tu joues la nonchalance, puis... Je veux dire, t'es dans les trois nommés. Là. Je veux dire, t'es peut-être surpris, là, c'est vrai, mais... En même temps, t'étais nommé. Tu aurais pu comme juste te faire un minimum. Là, puis, parce qu'ils veulent rester vrais, mais sont-ils vraiment vrais dans le fond? Je sais pas. Comme j'ai hâte qu'on passe à autre chose parce que hey, on a le droit d'être enthousiaste. Mais oui. Mais t'imagines-tu le gars qui s'est préparé vraiment un speech? Hey, merci, fuck, je m'attendais pas à ça, mais tout est écrit, là, tout est scénarisé. Il est juste tout croche. Mettons, moi, mon texte, je l'ai gardé. Jean Leloup. Peu importe le prix que je vais gagner, si un jour je gagne un prix, je vais réutiliser ça. Ah ouais, c'est bon. Bravo. Je vais me remettre dans le contexte. T'as mis des blancs.
Ouais, l'année 2019 a été difficile, je sors en 2025. Ça va être bon. Ah non, vive l'enthousiasme et on a le droit d'être content, on a le droit d'être fier, puis on a le droit de le dire, puis je trouve que des fois ça manque, le cynisme là. Ça peut être drôle quand c'est dans un contexte d'humour, je trouve. J'aime l'humour cynique, mais il y a comme une limite. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de... Le Québécois moyen est trop modeste. Les artistes sont trop modestes aussi. Peut-être, oui. Ouais. Ou ils ont l'impression qu'ils vont être dans le clic, mais si tu veux pas être dans le clic, pointe-toi pas au gala, inscris-toi pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était comme offusqué d'un discours de quelqu'un qui était content. Là, ou en tout cas, de façon... Ouais. On n'a pas l'habitude, avec les médias sociaux, là, c'est souvent le négatif qu'on voit. Il n'y avait jamais personne, avec le COVID, on l'a vécu beaucoup, il y avait beaucoup de négatifs là-dessus, mais il n'y a jamais personne qui a fait « Yeah, enfin, on va pouvoir porter un masque pour être en sécurité, tout le monde. Bravo, le gouvernement. » Il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas ça, fait que c'est plus négatif. Et que, je comprends ton point sur l'enthousiasme de « Hey, moi, il m'arrive quelque chose de positif. » puis je le partage. Je vais le partager. Là, on arrive à la fin du podcast, mais pour nous, chez nous, est-ce qu'on peut voir ça en ligne quelque part? On peut sur Télé-Québec? Ou, Il est sur téléquébec.tv. OK, parfait. Super. Puis il y a un truc aussi qu'on a... Je l'ai pas encore vu, je l'ai manqué. Je l'avais mis à mon horaire pour l'écouter en live. Là, puis parce que Rodrigue m'avait dit, il faut que vous écoutiez ça, parce que je pense qu'il est dedans. Oui, il est dedans. Mais là, je l'ai manqué, puis j'ai fait comme là. D'après moi, c'est plus disponible, mais non, Télé-Québec a une plateforme. Télé-Québec a une plateforme. Puis en complément d'information, on a produit 7 épisodes sur la financiarisation en version animation. C'est comme des épisodes d'à peu près 4 minutes. Sur la fabrique culturelle, je crois. Et c'est aussi sur... c'est sur téléquébec.tv. OK. Puis là, c'est chouette parce que chaque capsule est une ressource. Donc, on parle une capsule sur la forêt, une capsule sur l'eau, une capsule sur... Puis, comme on a produit ces capsules-là un peu en parallèle au film, mais un peu après, je trouve que, par exemple, pour la forêt, je trouve que ma capsule, je la trouve plus claire que ce que j'ai fait dans le film. Donc là, je suis comme... j'étais mix emotion quand on a fait la capsule. J'ai fait la porte ouverte pour un deuxième. J'aurais aimé ça, éclaircir ça, mais il y a des trucs aussi qui s'est passé entre-temps. Puis, donc, les capsules sont vraiment chouettes. Puis ça, ça se veut éducatif. Puis il est sur aussi la plateforme, je pense, En Classe de Télé-Québec. Okay. Donc, les professeurs les enseignants au secondaire peuvent utiliser ce matériel-là. Ah, très cool. Une autre belle patente qui est sortie pendant la COVID. Ouais. Je crois. Puis là, je vais plugger, je sais pas trop quand ça va sortir, mais mon prochain film, je vais faire de la télé-réalité entre-temps. On regarde les 4 derniers épisodes. Mais mon prochain film, c'est toute une télé-réalité aussi. Ça s'appelle L'ennemi du peuple et ça traite du sujet de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Ah ouais. Avec la un sujet tout à fait nouveau. C'est léger. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à tourner ça en 2019. Ah ouais? Donc, bien avant que ça éclate. En même temps, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est juste que ça a éclaté pour des raisons politiques avant la campagne. En fait, ce qui a fait éclater le truc, c'est quand je crois que c'est Jean-Marc Belzile à Radio-Canada qui a sorti un papier qui avait déjà sorti, 6 mois plus tôt. C'est drôle, c'est juste comme le creux médiatique de l'été qui a fait en sorte que c'est tombé dans les nouvelles nationales, mais que... puis Arruda aussi, qui est comme devenu une personnalité connue des Québécois. Ouais. Mm-hmm. Donc, Jean-Marc, quand il a sorti que Arruda avait caché un document, ben là, ça a fait comme... Jean-Marc Belzile, il a eu la tête d'Arruda. C'est lui, c'est à cause de lui. Mais il était déjà tombé, Arruda, par exemple. Il avait déjà changé de fonction. Ouais, mais c'est ça. C'est quand tu prends un directeur de ministère pour le mettre à face publique dans le politique, il ne faut pas que tu mélanges les deux. C'est pour ça qu'à mon avis, dans le COVID, puis c'est facile de réécrire l'histoire, mais il aurait fallu qu'il y ait des conférences de la santé publique puis des conférences du premier ministre séparées. Mais c'est à cause que les gens se sont tellement mis la tête dans le sable pendant des années et des années avec ce problème-là de l'arsenic à Rouen que j'étais à Rouen justement hier, puis ça goûtait la mine. Ouais. Là, ça goûte la mine, par contre, le problème, c'est que l'arsenic, ça goûte rien. Donc,
Bon. Donc, Fait que quand c'était ça pas ça le goûte, problème. mais quand ça goûte la mine, ça C'est veut pas d'autres dire qu'il y a de métaux. l'arsenic, mais c'est quand ça goûte pas, ça veut pas dire non plus qu'il y en a C'est- pas. ouais, c'est Donc, ça, c'est ça qui est fucking. C'est- Il y a comme, je- Puait juste de la gueule. Non, mais tu sais, là, l'arsenic, c'est ça qui est sorti, mais tu sais, il y a plein d'autres métaux, des rejets, Ouais. Parce que cadmium, Mathieu vient tout ça. d'arrêter de fumer, fait qu'il sent un petit peu plus de ce temps-là. C'est ça. C'est plus ça. Voilà! Cela dit, tu sais, ça reste que le film, il est dans il s'inscrit dans ce qui va devenir peut-être une genre de trilogie avec Alex Marchal-Amour et les Chiens loups. C'est-à-dire Ah ouais, que ok. je place une œuvre littéraire entre Alexandre, une population, puis je dirais une idée. Ouais. Tu sais, dans La Marche, c'était Gaston Miron avec La Marche à l'amour. Dans Les Chiens loups, c'est La fable de La Fontaine, Le loup et le chien. Et là, on a pris le texte de Henrik Ibsen qui s'appelle Un ennemi du peuple. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 1885 en Norvège. Et quand tu lis ça, tu fais comme « Wow, c'est comme à Rouen. Ah ouais? Mais genre, cette pièce-là a 150 ans. Donc, c'est un enjeu, c'est comme un enjeu de santé publique qui divise une population d'un village en Norvège, particulièrement un médecin dans la cité et son frère qui est maire. Puis les deux sont dans une... Ils ont des propres intérêts à des défendre. intérêts Ah, différents. ah. Puis là, ben, c'est justement tout le jeu de pouvoir. T'as comme les médias là-dedans, t'as un des beau parallèle. révolutionnaires. Ça doit être lourd à Noël pour eux autres. Pour les deux frères. Pour les deux frères. Ouais. Donc, ce qui est le fun, c'est plus comme la réflexion du prochain film. Est-ce que ça va être critique de la fonderie? Oui puis non. C'est pas ça le but. C'est plus de voir ce que les humains développent entre eux, la communauté. C'est plus ces enjeux-là qui m'intéressent que de faire le film Noranda d'Ajardin, il l'a fait, puis c'était très bon. Ouais. Je veux pas faire un Noranda 2 avec un autre enjeu d'arsenic au lieu que ça soit le soufre. Là, dans le sens que ce film-là a déjà existé. On essaie d'aller dans une proposition qui va ailleurs. T'sais. En regardant ton style auquel les gens sont habitués quand même, avec la trilogie et tout ça. Oui, c'est La ça. poésie. Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté d'être déplacé de Rouen pour venir nous rencontrer. Puis on va remettre ça parce que ça passe vite. On se fera un 2 une matinée. Après ta télé-réalité, c'est tu viens de nous parler de ton expérience. J'accepte. On va décortiquer ça. Ben ouais, puis si t'as besoin de comédiens, on est disponible. Là. Si tu veux qu'on fasse juste des figurants qui regardent dehors, ben on est bon Il là-dedans. faut juste être bien dirigé. Non, mais Merci, les garçons. bonne chance dans tes projets. Là. Ça a l'air super cool. Merci Dominique Leclerc. Merci. À bientôt.